Le véganisme est-il adapté à la nature humaine? Certains diront que oui, parce que les humains ont des mâchoires faites pour manger des végétaux et complètement différentes de celles des animaux carnivores. D'autres diront que non, tout le monde sait que les humains du Paléolithique mangeaient principalement de la viande rouge. Ceux qui disent le contraire sont des idéologues gangrénés par le wokisme. Bon, aujourd'hui je vous propose de prendre un peu de recul sur ce genre de débat. Qu'est-ce que la nature? Est-on certain que ce qui est naturel est mieux que ce qui ne l'est pas? Est-ce dangereux pour la santé de consommer des produits chimiques? Et au-delà de la question de la naturalité, pourquoi le véganisme, une réflexion profonde qui remet en question notre rapport aux animaux non humains, semble devenue une tendance parmi d'autres, au milieu des régimes sans gluten, sans sucre et détox, dont les fondements scientifiques sont discutables, pour ne pas dire inexistants? Pour discuter de tout ça, je serai aujourd'hui accompagné de Florence Delry, l'une des principales représentantes du mouvement antispéciste et qui s'est spécialisée dans la promotion de la pensée critique. Dans cet épisode, nous allons dissiper quelques mythes sur le véganisme et ses adeptes pour comprendre en profondeur un mouvement bien souvent caricaturé. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Florence et bienvenue dans le podcast. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et du coup, pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu et puis de nous expliquer aussi qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce dont on parle aujourd'hui. Alors, pour me présenter rapidement, moi dans la vie, mon métier c'est illustratrice scientifique. Mon métier c'est de donner au public des représentations d'animaux, des représentations botaniques, etc., fidèles à la réalité. J'exerce ce métier depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et puis, je fais aussi de la vulgarisation sur des questions liées à l'éthique animale et à la pensée critique aussi. Dans mon approche, j'essaie justement de regarder ce qui est donné par les champs de recherche, voilà, en éthique animale, de casser un petit peu les idées reçues, d'expliquer ce qui est le véganisme, l'antispécisme, le scientisme et d'autres concepts liés à l'éthique animale. Je le fais sous forme beaucoup de petits visuels de synthèse que j'appelle les fiches info. Et d'infographie. Je fais aussi des conférences sur ce sujet. Et puis, je suis éditrice aussi à L'Amorce, qui est une revue en ligne contre le spécisme. Puis voilà, diverses activités autres sur ces questions-là. Voilà, je crois que ça fait un bon tour d'horizon. Fantastique, et de toute façon, on reparlera aussi de tout ça à la fin pour renvoyer potentiellement les gens vers ce que tu fais. Et c'est vrai que notamment les illustrations, etc. sont vraiment magnifiques. Donc, merci beaucoup. On reparlera de ça à la fin pour que les gens puissent aller voir ça. Et du coup, pour commencer, on va commencer un petit peu dans ce que j'ai dit dans l'édito. C'est finalement, est-ce que c'est naturel d'être vegan? Justement, on entend parfois des gens dire que nos mâchoires seraient adaptées aux plantes ou que les animaux du Paléolithique mangeraient beaucoup de viande. Donc, est-ce que c'est naturel d'être vegan? Alors, pour répondre à cette question, alors c'est vrai que c'est une question qui se pose assez souvent et qu'on retrouve beaucoup dans les débats autour du véganisme. Pour y répondre, je pense que c'est bien de définir déjà ce qu'est le véganisme, parce que on entend aussi beaucoup de choses fausses ou caricaturales ou un petit peu outrancières sur cette question. Il y a pas mal de confusion qui règne. Donc le véganisme, la définition la plus courante, c'est un mode de vie qui consiste à refuser autant que possible les produits ou les pratiques qui impliquent l'exploitation ou la mise à mort d'autres animaux. Donc généralement, c'est motivé par une volonté de réduire les souffrances et d'améliorer le bien-être des autres animaux. Donc c'est plutôt ça le fait d'être vegan. Je pense que c'est pas mal de définir aussi ce qu'on entend par naturel, parce que là c'est un gros morceau aussi. Je pense que le terme il est quand même assez compliqué à définir. C'est un concept un peu glissant, un peu fourre-tout. Ça peut définir tout ce qui existe, tout ce qui est en fait l'univers, ou plus généralement quand on parle de naturel, on entend plutôt tout ce qui n'a pas été fait, produit ou touché par l'humain, c'est-à-dire tout ce qui n'a impliqué aucune intervention humaine. Voilà, c'est plutôt ce sens-là qui est courant dans l'esprit du public, et c'est souvent ce sens-là qui est celui qu'on entend quand on dit est-ce que c'est naturel d'être vegan. Voilà. Si on comprend ce qui est naturel comme ce qui se situe hors de toute intervention humaine,
alors ben oui, être vegan c'est pas naturel, effectivement. Mais comme élever des animaux par exemple n'est pas naturel, ou fabriquer des fusils, ou porter la fourrure de notre animal finalement n'est pas non plus naturel. Donc voilà, je pense que on entend souvent dire que les alimentations végétales spécifiquement ne sont pas naturelles. Moi, je fais une conférence sur le sujet parce qu'on entend très très souvent cette objection-là. Le véganisme est souvent réduit d'ailleurs à une pratique alimentaire, alors qu'il s'agit, comme je le disais, d'un mode de vie assez complet. Hein. Ça consiste aussi à refuser de pratiquer la chasse, d'aller voir des corridas, d'aller voir des cirques qui impliquent l'exploitation des autres animaux, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a souvent une opposition vis-à-vis du végétalisme ou du végétarisme, ou des alimentations végétales en général, en disant que c'est pas naturel. Souvent, c'est parce qu'on a une image de ces alimentations comme étant dépendantes de certains produits, notamment des produits qui ont un petit peu le vent en poupe et dont on parle de plus en plus, par exemple ce qu'on appelle les simili-carnés, quoi. Donc tout ce qui est saucisses, nuggets, steaks végétaux, ou les laits végétaux par exemple, ou le fromage végétal. Et parfois aussi, on entend parler de viande de culture, donc de la chair animale obtenue par culture de bactéries et pas issue de l'élevage et des abattoirs. Et pour ces raisons-là, sur ces sujets-là, on entend souvent dire qu'effectivement, voilà, les alimentations végétales sont pas naturelles. Bon, oui, vas-y. Oui, du coup, si on prend effectivement cette lecture-là de la nature, on pourrait dire que le véganisme n'est pas naturel et finalement, du coup, l'alimentation normale n'est pas naturelle. C'est surtout ça, je pense que il faut comprendre, c'est que si on prend le mot nature comme l'ensemble de ce qui existe, bah alors tout est naturel. Et puis si on prend ça comme quelque chose qui est extérieur aux humains, bah les animaux qu'on a sélectionnés génétiquement petit à petit, qui ne seraient de toute façon pas adaptés à la vie sauvage, qu'on met dans des box, etc., qui ne voient quasiment pas le jour, etc., bah c'est pas quelque chose de particulièrement naturel non plus, ou tout autant qu'un steak de soja, par exemple, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a une image que souvent on considère que les produits bruts entre guillemets qui sont à notre disposition, les fruits, les légumes, et puis aussi bon bah les autres animaux hein, qui sont vendus en boucherie, etc. On a tendance à considérer que tout ça, ce sont des aliments naturels, des produits naturels. Et en fait, c'est vrai qu'on a un petit peu oublié ou qu'on n'a pas forcément en tête que les cultures de végétaux, c'est aussi une sélection génétique qui est quand même assez intense depuis vraiment très très longtemps, et que la carotte de culture qu'on a aujourd'hui ne ressemble pas tellement à son homologue sauvage. Une carotte sauvage, à la base, c'est tout maigrichon, c'est tout petit, c'est moins sucré, moins juteux, etc. Et beaucoup de fruits et de légumes qu'on connaît aujourd'hui sont vraiment le fruit, si je puis dire, de sélections génétiques qui sont assez intenses. Et c'est effectivement la même chose pour les animaux exploités en élevage, où on a des animaux originellement qui ont disparu, dont l'espèce a disparu, par exemple les aurochs, et où on a développé des races par sélection génétique, et une sélection génétique qui est toujours en cours, hein, bien sûr, dans l'élevage. L'élevage repose beaucoup sur ça. D'insémination aussi artificielle, de recueil de paillettes de sperme, voilà, des choses qui sont sur lesquelles l'élevage est fondé, qui sont effectivement, qui peuvent pas être qualifiées de naturelles au sens où on l'entend, comme je le disais tout à l'heure. Une alimentation naturelle, finalement, si on se pose vraiment la question, en tout cas dans ce sens, si on accorde ce sens-là à naturel, ce serait peut-être se promener tout nu dans les bois et aller ramasser des champignons, des baies, des racines, tuer des animaux à la main et les manger crus, enfin voilà, ce genre de choses. Peut-être que ça pourrait être voilà ça l'image de l'alimentation naturelle. On se doute que c'est pas forcément souhaitable si on veut protéger la santé des personnes, si on veut avoir des alimentations équilibrées, etc. Donc ouais, c'est un concept vraiment glissant, et c'est pas vraiment pertinent d'attaquer les alimentations végétales là-dessus. D'autant plus qu'en fait la consommation des produits qui sont souvent visés par ces attaques, donc les simili-carnés, fromages végétaux, etc., ne sont pas du tout indispensables dans une alimentation comme le végétarisme ou le végétalisme. Hein. On a souvent l'image que les véganes consomment beaucoup ces produits, mais en tout cas, c'est pas des produits indispensables. La base des alimentations végétales, c'est beaucoup fruits, légumes, céréales, légumineuses, oléagineux, etc. Donc voilà, c'est des produits qui sont en plus pas obligatoires. Et en plus, dans la population globale, de toute façon, chez les personnes qui sont pas véganes, tout le monde consomme des produits transformés, par exemple une baguette de pain, ou des produits ultra transformés comme de la charcuterie, ou des glaces, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est des attaques qui sont effectivement pas très solides.
Et c'est vrai que je pense de manière générale, quand on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui est naturel, etc., on a un peu un truc instinctif. Ah bah on voit une tomate, ah bah c'est naturel. On voit un autre truc, c'est pas naturel. Mais finalement, quand on creuse, j'ai l'impression que cette presque instinct, intuition est lié peut-être à la durée que ça fait qu'on fait cette chose. Par exemple, l'agriculture, on dit ah ouais, ça fait longtemps qu'on le fait, donc c'est un peu naturel. Enfin, on voit que la limite entre ce qui est naturel ou pas est assez floue. Un ketchup va être considéré comme pas naturel, mais une tomate oui. Enfin, c'est un peu bizarre, un peu flou quand on enfin, ça paraît assez intuitif, mais quand on réfléchit vraiment, on n'arrive pas vraiment à faire la distinction. Et Oui, je me posais une question justement sur cet aspect où on entend justement parfois des gens dire que les mâchoires voilà sont adaptées justement au fait de manger des végétaux et en tout cas pas des animaux, ou bien d'autres qui disent justement qu'on mangeait quasiment exclusivement de la viande au paléolithique ou comme ça. Est-ce que ça on a une idée quand même malgré tout? bah, de toute façon, là, ça paraît assez clair que Homo sapiens c'est une espèce qui effectivement est omnivore. Hmm. C'est pas tellement remis en question, ça, même dans les mouvements véganes. Il y a certaines personnes, par contre, qui effectivement ont contesté cette nature omnivore de l'humain. Des personnes véganes, hein, d'ailleurs, qui ont utilisé ce type d'argument. Je pense à Gary Yourofsky, par exemple, qui est Hmm. un conférencier américain qui a produit des discours dans lesquels effectivement il disait que c'était bien d'être vegan parce que c'était naturel et que l'humain n'était pas du tout adapté à la consommation de chair animale ou de produits laitiers, etc. Ce qui sont des arguments particulièrement faibles aussi, quoi. On a, enfin, à ma connaissance en tout cas, les humains ont toujours consommé des produits d'origine animale en plus ou moins grande quantité. Quand même, la quantité de produits d'origine animale qu'on consomme aujourd'hui, en particulier dans les pays industrialisés, est quand même assez inédite. Mhm. C'est des quantités qui sont très élevées et qui sont voilà, c'est récent, quoi. C'est un phénomène plutôt récent. Mais en tout cas, effectivement, l'espèce humaine a toujours consommé des produits d'origine animale. Donc, on a évolué pour consommer un peu de tout, hein, j'ai envie de Mhm. dire. Ce qui ne signifie pas que ça doit être obligatoire. Voilà, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle le paralogisme naturaliste, à Mhm. savoir confondre ce qui est et ce qui doit être. Donc, Mhm. c'est un écueil aussi qui est assez récurrent. En l'occurrence, Mhm. sur les alimentations végétales, l'appellation naturelle, c'est plus un argument marketing. C'est beaucoup utilisé sur les produits alimentaires, sur les cosmétiques, etc. Mais ça n'a pas de valeur nutritionnelle, diététique ou scientifique particulière. Hein. Mhm. C'est un concept assez abstrait et plutôt là lié à la publicité, quoi. Mhm. Et justement, on entend beaucoup cette distinction qu'il y aurait entre naturel ou chimique, ou peut-être parfois d'autres mots, par exemple naturel et artificiel, ou naturel et synthétique. Et puis, par exemple, on va parler par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai été au restaurant, j'ai pris un soda, et j'ai regardé derrière le soda, c'était marqué soda sans arôme artificiel, ou parfois on va parler, par exemple, une maman qui voit un enfant manger un bonbon, on va dire, oh, mange pas ce bonbon, il est chimique, ou bien peut-être qu'on va pouvoir parler, voilà, par exemple aussi, pour avoir discuté avec certaines personnes, elles m'ont dit qu'elles refusaient de prendre des compléments alimentaires synthétiques, qu'elles voulaient que des compléments alimentaires naturels. Donc on voit que ça c'est quelque chose qui peut être plus ou moins bien ancré. Est-ce que tu penses que ça a un sens de faire justement la distinction entre naturel, chimique, artificiel et synthétique? Alors, bon, en soi, faire la distinction entre naturel et chimique, moi, ça me paraît être une cascade un peu enfin, c'est compliqué, quoi. Parce que Hmm. tout est chimique, en fait. Tout ce qui est naturel est composé voilà, de composés chimiques. Hein. L'eau, Hmm. c'est une espèce chimique appelée H2O. Voilà, bon. Donc, l'eau est chimique. Tout est chimique. Donc, Hmm. c'est vrai que cette distinction-là, basiquement, elle est assez compliquée, quoi. Elle n'est pas forcément pertinente. Mais dans l'esprit, enfin l'esprit du public, ouais, quand on oppose naturel et chimique, ce qu'on veut dire généralement, c'est plutôt opposer les produits bruts et sains par rapport aux produits transformés, manipulés, qui seraient assez néfastes, etc. Hmm. Je pense que c'est effectivement une distinction qui est un peu glissante, qui n'a pas vraiment de pertinence, voilà. Mais par contre, je pense que c'est important de ne pas ignorer les raisons qui poussent à faire cette distinction entre naturel et chimique.
Parce qu'il y a des raisons qui expliquent la chimiophobie et qui sont de bonnes raisons, entre guillemets. Par exemple, les scandales sanitaires, voilà, qu'on a pu connaître, les manipulations avérées et répétées de certaines industries agroalimentaires qu'on peut difficilement ignorer, quoi. Hein. Quand le public voit qu'il y a de la chair de cheval qui s'est fait passer pour de la chair de vache dans certains produits, il y a un sentiment de tromperie, il y a un sentiment où on maîtrise pas du tout ce qu'il y a dans les aliments et que ça met en danger la santé du public, qu'il y a des mensonges, des manipulations, etc. Je pense à certains scandales sanitaires médicaux aussi, l'affaire du sang contaminé, le Mediator, et toutes ces questions qui ont pu aussi faire perdre confiance dans les institutions. Et c'est aussi le cas des nitrites, par exemple, dans la charcuterie, où effectivement, il y a certaines inquiétudes sur la présence d'additifs qui sont potentiellement néfastes et qui continuent néanmoins d'être mis sur le marché, d'être commercialisés, parce qu'il y a une pression d'intérêt financier aussi derrière. Donc bon, je pense que c'est pas pertinent de voir des complots et des manipulations partout, mais je pense pas que ce soit trop pertinent d'en voir nulle part non plus. Et on a vu le cas récemment avec l'INRAE qui a alerté sur la présence de nitrites dans la charcuterie et notamment de l'effet de cette présence sur la prévalence des cancers colorectaux. Et évidemment, la filière des charcutiers a immédiatement voulu protéger ses intérêts. Et récemment, il y a eu une victoire d'ailleurs en appel d'une application nutritionnelle qui a été attaquée par la Fédération des industriels charcutiers et traiteurs pour avoir proposé une pétition pour l'interdiction des nitrites dans la charcuterie. Je donne pas le nom de l'appli parce que je veux pas faire de pub, mais en tout cas, voilà, ça se retrouve facilement dans l'actualité parce que c'était il y a quelques jours. Et cette appli qui a mené cette opération notamment avec l'association de consommateurs Foodwatch et la Ligue contre le cancer, alerté donc voulait faire une pétition contre ces nitrites et les industriels de charcuterie ont perdu en appel, voilà, parce qu'ils considéraient que c'était du dénigrement, de la diffamation et un appel au boycott. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tensions en fait entre ce que les industriels peuvent proposer dans leurs produits, notamment par intérêt financier, hein, et ce que peut attendre le grand public en termes de santé, en termes de prévention. Donc voilà, il y a des raisons comme ça qui expliquent cette chimiophobie. Donc dans un sens, ça n'a pas vraiment de sens d'opposer naturel et chimique, mais il y a des raisons qui expliquent quand même ce genre de peur, quoi. Ouais, c'est je pense assez important. C'est vrai que c'est souvent pas quelque chose qui est fait, d'expliquer que finalement il y a de relativement bonnes raisons de faire cette distinction, mais de dire que finalement, par exemple, ce qui est industriel ou ce qui est chimique ou comme ça n'est pas, enfin ce qu'on a tendance à appeler comme ça en tout cas, n'est pas mauvais en soi. Il pourrait très bien y avoir un produit par exemple ultra transformé, mais qui est excellent pour la santé, dont les différents produits, la façon de le faire font que c'est un très bon produit pour la santé, bien mieux que par exemple de la viande rouge ou comme ça. Mais vu qu'on est un peu dans un capitalisme qui cherche à faire le plus de profit possible, c'est rarement la santé des gens ou ce genre de choses qui sont recherchées par les acteurs industriels, quoi. Mais je pense qu'un bon moyen, voilà, pour se rendre compte que que le critère de naturalité n'est pas celui qui est pertinent effectivement pour évaluer le caractère sain d'un produit ou le caractère désirable d'un produit, c'est par exemple de se dire que une amanite phalloïde, c'est un produit brut, totalement naturel, qu'on peut aller cueillir en forêt, qui est hors d'accès des industriels, qui n'est pas mis sur le marché et tout ça. Et si on le consomme, malheureusement, voilà, ce qui nous attend, c'est sûrement la mort. D'ailleurs, c'est un champignon qui est responsable de 95% des intoxications aux champignons en France. Donc il faut s'en méfier. Donc voilà, on voit bien que c'est pas le critère de naturalité qui fait qu'un produit est sain. Effectivement, la ratatouille de mamie, qui est constituée de légumes qui ont été sélectionnés génétiquement, cultivés de manière artificielle, arrosés, puis découpés, puis mis dans des bocaux stérilisés, puis conservés, etc. C'est effectivement des produits transformés. Et c'est certainement meilleur pour la santé que l'amanite phalloïde, qui est 100% naturelle. Donc oui, après il y a des éléments qui montrent que les produits ultra transformés qui sont disponibles sur le marché sont souvent associés à des taux de sel, de gras, de sucre qui posent question pour la santé, effectivement. Donc il y a des associations, des corrélations qui sont quand même assez qui sont démontrées, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des conseils de limiter la consommation de produits ultra transformés. Mais c'est vrai qu'il faut examiner, je pense, ce rapport qu'on a au naturel avec un peu plus de rigueur, quoi. Ouais.
Mhm. Oui, puis surtout, comme tu le disais, le terme chimique est assez drôle parce que, par exemple, si on parle de chlorure de sodium, ça va sembler ultra chimique, alors que, par exemple, du sel, ça va sembler super naturel, alors que c'est la même chose, quoi. Mhm. Et, Eh euh, oui. et comme tu le disais, bah, même, par exemple, si on fait l'opposition avec synthétique, donc tout ce qui provient de la main de l'homme ou bien ce qui est naturel, finalement, comme tu le dis, plein de choses qu'on considère comme naturelles, les fruits, etc., sont, ont été créés par l'homme presque, ne seraient pas n'existerait pas si l'humain n'était pas intervenu, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis Mhm, bon, c'est vrai qu'on a une opposition aussi sur cette question du naturel par rapport aux alimentations végétales qui est assez spécifique, qui porte sur la vitamine B12. mhm, Bon, ce sujet-là, il est pareil très opposé aux alimentations végétales. Donc pour expliquer un petit peu, la vitamine B12, c'est un nutriment qu'on ne trouve pas dans les végétaux. mhm, Et qui donc nécessite de se complémenter quand on adopte une alimentation végétale. On mhm, considère que si on mange de la chair animale à moins de la moitié des repas, à peu près, il faut commencer à se complémenter. Et moins de la moitié des repas, ça veut dire que des personnes qui sont flexitariennes, végétariennes et a fortiori végétaliennes doivent se complémenter en vitamine B12 pour mhm, éviter d'être en carence. Donc cette particularité, c'est le fait que cette vitamine ne se trouve pas dans les végétaux ou dans les champignons, hein, fait que on oppose souvent au végétalisme, au véganisme, etc. Le fait de dire bah vous devez vous complémenter en B12, donc votre régime est intrinsèquement carencé, il n'est pas naturel, etc. mhm. Voilà, c'est une des oppositions aussi qu'on retrouve fréquemment. Le truc, c'est que bon, bah en fait, c'est pareil, on mange des compléments alimentaires de manière indirecte et de manière assez inconsciente. Par exemple, je prends le cas de l'iode. Hein. La première source d'iode dans la population des pays industrialisés, c'est les produits laitiers. Mhm. Et c'est pas les produits laitiers parce que naturellement il y aurait de l'iode dans le lait des vaches. Hein. Y a de l'iode parce que les pilles des vaches sont nettoyées avec des produits qui sont très fortement iodés et que Mhm. l'iode passe dans le lait maternel des vaches par voie transcutanée pendant le nettoyage des mamelles, et aussi parce que les rations des animaux sont complémentées en iode. Et cette complémentation des rations, on la trouve aussi en élevage aviaire et donc dans tous les produits qui contiennent des œufs. Et puis on a aussi des autorités sanitaires qui dans les années 50 ont décidé de promouvoir l'enrichissement du sel de table hein, en iode. C'est pour ça que sur le marché, il y a beaucoup de sel de table qui sont enrichis. Mhm. Sans ces mesures-là, la carence en iode, elle serait beaucoup plus présente dans les sociétés. Et on a réglé ce problème-là avec une complémentation. La plupart des personnes ne sont pas du tout gênées par cette complémentation-là et elle n'est pas opposée aux alimentations classiques, quoi. Mhm. Et on retrouve en fait ces principes de complémentation dans beaucoup de cas de figure en fait. Hein. La complémentation en fer chez les personnes anémiées, la complémentation des injections de vitamine K chez les nouveau-nés qui sont systématiques, sont des vrais progrès en fait médicaux qui permettent de favoriser des questions de santé publique, favoriser la santé, le bien-être, etc. Comme la Mhm. complémentation systématique en fer et en acide folique chez les personnes enceintes par exemple. Mhm. C'est plutôt des avancées en fait et voilà comme les vaccins, les médicaments qui peuvent être aussi jugés pas naturels et qui protègent beaucoup les personnes quoi. Mhm. Donc cette opposition voilà sur la question de la vitamine B12, elle est pas très pertinente non plus. Ouais, tout à fait. On parlera des compléments alimentaires juste après, mais Ouais. justement pour creuser un peu cette question de la vitamine B12, j'aimerais du coup te lire et lire aux auditeurs et aux auditrices un commentaire que j'ai pu recevoir sur un serveur. Je discutais avec une personne et cette personne me dit: je pense que nous pouvons avoir de la B12 uniquement grâce aux végétaux, notamment grâce aux micro-organismes présents sur les fruits et les plantes que nous ne devrions pas trop laver pour en profiter. Je suis végétarien et quasi végétalien depuis 12 ans, sans aucune supplémentation et je vais bien. Merci à quiconque de ne pas me rabâcher que ce que je sais déjà ou de me dire que c'est dangereux. Je pars du principe que la nature est bien faite et qu'elle ne nous dit pas de tuer les animaux pour nous nourrir, ni de prendre ce qui provient des animaux. J'espère avoir, pardon, et j'espère prouver qu'il n'y a pas besoin de se supplémenter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, c'est effectivement quelque chose que j'ai beaucoup lu, beaucoup entendu. Bon, moi, ça m'attriste un petit peu, ça m'inquiète un petit peu parce que effectivement, la nécessité de se complémenter en B12 quand on végétalise son alimentation, elle est démontrée dans toute la littérature scientifique sur la question. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même les populations traditionnellement végétariennes, comme on retrouve beaucoup en Inde par exemple,
sont des populations qui sont souvent prises en exemple pour dire, bah, regardez, les populations indiennes, elles sont végétariennes depuis des générations, ça pose pas de soucis, ça veut dire que c'est possible et tout. Et quand on se penche sur la littérature scientifique qui concerne ces populations, on se rend compte qu'en fait, les populations traditionnellement végétariennes sont assez massivement carencées en vitamine B12 avec des conséquences qui sont vraiment désastreuses, des malformations fœtales, notamment, des problèmes de santé qui sont ceux qu'on retrouve dans les symptômes de carence en vitamine B12, des problèmes neurologiques, des problèmes de paralysie, de mémoire, etc. Ce genre de propos qui affirment je suis végétarien ou vegan, je me complémente pas et je suis en parfaite santé. Bon, on peut noter que effectivement prendre son cas personnel comme un moyen d'extrapoler à l'ensemble d'une population, c'est quand même assez dangereux. En nutrition, faut pas faire ça. Moi, je connais des personnes qui, par exemple, fument depuis des décennies et n'ont jamais développé de cancer du poumon. Ça ne signifie pas pour autant que le cancer du poumon n'est pas lié au tabac et qu'il n'y a pas de problème avec le fait de fumer. Donc, prendre un cas personnel comme référence, c'est toujours assez problématique en termes de médecine, de nutrition et tout. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on a des stocks, des réserves de B12 dans l'organisme pendant un certain temps quand même. Généralement, beaucoup pendant plusieurs années. Et donc, la carence met pas mal de temps à se manifester. Donc ça peut aussi conforter les personnes dans l'idée que sans se complémenter, on peut être en bonne santé. Il y a autre chose aussi, c'est que la carence en vitamine B12, elle peut être asymptomatique et donc ne pas se voir de l'extérieur et néanmoins avoir commencé à dégrader l'organisme, notamment à augmenter le risque d'AVC. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir en tant qu'individu. Hein. Voilà, sans faire d'analyse, on peut pas le maîtriser, quoi. Donc c'est assez dangereux. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce genre de discours. Malheureusement, je pense que c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention. Moi, je parle souvent de la vitamine B12 dans mon travail. Je fais pas mal de travail de vulgarisation là-dessus, justement pour éviter ce genre de réflexion, quoi. Vraiment, dans la littérature scientifique, on n'a aucune donnée qui montre qu'il y ait une source fiable de B12 dans les végétaux, les algues, les champignons, etc. Il y a des traces parfois de vitamine B12 ou de la pseudo-vitamine B12 qui est retrouvée notamment dans la spiruline, qui est en fait une cyanobactérie, mais qui est souvent désignée par le terme algue bleue. Et dans la spiruline, souvent les naturopathes notamment conseillent de prendre de la spiruline pour se complémenter en B12 et c'est pas quelque chose qui est fiable. Donc ces aliments-là sont pas des sources fiables de vitamine B12. Il y a de la pseudo-cobalamine dedans, donc de la pseudo-vitamine B12, qui se voit sur les bilans sanguins en plus. Donc quand on fait une prise de sang, on peut être rassuré d'avoir un taux de B12 satisfaisant et en fait c'est des analogues, des molécules analogues qui n'ont pas d'activité vitaminique qui montrent ces résultats satisfaisants. Donc il faut vraiment se méfier avec ça. Ça peut être très trompeur. Ouais. Et dans les produits animaux, justement, provenant de l'exploitation animale, c'est quels produits qui contiennent de la B12? Parce que souvent, on entend aussi, par exemple, des personnes végétariennes, donc qui continuent à manger des œufs ou du lait, par exemple, qui vont dire du coup, moi, par exemple, j'ai pas particulièrement besoin de me complémenter, étant donné que je mange beaucoup d'œufs ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors oui, effectivement, les produits d'origine animale sont souvent indiqués comme étant les meilleurs pourvoyeurs de vitamine B12 et parfois indiqués comme étant les seuls pourvoyeurs de vitamine B12. Alors, ce ne sont pas les seuls, parce qu'on retrouve effectivement de la vitamine B12 dans les produits d'origine animale, certes, en quantité variable, j'y reviendrai après, mais on en retrouve aussi dans les produits alimentaires enrichis, comme le sel de table est enrichi en iode dans certains cas. Il y a certains produits alimentaires, encore assez rares en France, mais ça tend à se généraliser, qui sont complémentés en vitamine B12, par exemple certains fromages végétaux, certains simili dont je parlais tout à l'heure, des steaks, des nuggets, etc. Et on retrouve aussi de la vitamine B12 dans les compléments alimentaires, qui sont une source fiable dans la mesure où les compléments alimentaires sont conçus pour ça et que dans les données scientifiques qu'on a, la complémentation fonctionne, etc. Dans les produits d'origine animale, effectivement, la B12 est présente en quantité très variable selon les produits. En l'occurrence, les œufs, mais aussi les produits laitiers à base de lait maternel de chèvre sont de mauvais pourvoyeurs de vitamine B12. Les œufs, ils en contiennent, ils sont indiqués comme source de vitamine B12 de manière très, très récurrente, mais elle est assimilée par l'organisme à moins de 10%. Ça veut dire qu'il faudrait manger une quantité astronomique d'œufs, plusieurs dizaines par jour, pour avoir une quantité, des apports suffisants en B12, ce qui poserait vraiment problème pour la santé, pour le coup. Donc on n'a pas envie de manger 50 ou 60 œufs dans la journée, je suis pas sûre que ce soit même possible. Donc il faut se méfier de ça, et c'est vrai que quand on est végétarienne, le fait de manger des œufs est pas du tout une garantie du coup d'avoir des apports suffisants, et
il faut mesurer effectivement combien de produits d'origine animale on consomme et lesquels. Et c'est des calculs un petit peu compliqués à faire, je pense. Donc le plus simple et le plus sécurisant, c'est de prendre un complément de B12, d'autant plus que la vitamine B12 ne peut pas être prise en excès. C'est-à-dire que même des doses assez élevées de vitamine B12 ne posent pas de soucis pour la santé. La vitamine B12 est hydrosoluble, elle s'élimine naturellement dans les urines quand elle est consommée en excès. Donc il y a un consensus international sur la question, ça pose pas de souci d'en consommer un peu trop. Donc voilà, il vaut mieux en consommer via des compléments alimentaires plutôt que de pas en consommer assez parce qu'on estime qu'en étant végétarien, on prend pas de risque, quoi. Et quelque chose qu'on entend souvent aussi dans le discours de certaines personnes véganes, c'est notamment que, à quelque part, les animaux en fait sont aussi complémentés en B12 et que c'est ça un petit peu qui permettrait d'avoir justement de la B12 à travers les produits animaux. À quel point est-ce que ça c'est vrai typiquement? Alors bon, c'est souvent un mauvais argument en fait utilisé par par certaines personnes véganes. Les animaux qui sont exploités en élevage sont pas spécialement complémentés en B12 pour transmettre cette B12 aux humains qui les mangent. Hein. La complémentation en B12 elle a lieu dans certains élevages de manière assez massive et assez routinière chez certains animaux seulement, et notamment en fait les animaux omnivores comme nous, comme les cochons par exemple, qui sont alimentés avec des rations entièrement végétales, pour des questions de rentabilité plutôt, et qui, comme il n'y a pas de B12 dans les végétaux, sont obligatoirement complémentés par ailleurs en vitamine B12 pour compléter ces rations. Voilà. Mais en fait, si on va chasser un lapin dans la nature et qu'on le mange, sa chair contiendra aussi de la B12, de toute façon. Donc les animaux n'ont pas besoin d'être complémentés spécialement pour que leur chair contienne de la B12. Et puis il y a la complémentation en B12 qui est pas faite en élevage chez certains animaux, voilà, ou qui est assez marginale, quoi, on va dire. Donc les animaux exploités en élevage sont quand même assez massivement complémentés dans certains nutriments. C'est courant, c'est routinier. Mais cet argument de dire que les animaux sont complémentés en B12 pour que les humains aient de la B12, c'est pas un bon argument. C'est pas vrai. Ok. Ouais. Ok, très intéressant parce que ça, du coup, c'est quelque chose que j'aurais pu dire typiquement. Du coup, effectivement, c'est un argument qu'on entend souvent. Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent et c'est un argument qui est beaucoup utilisé dans les milieux véganes, j'ai envie de dire, ou dans certains milieux véganes en tout cas, et qui est aussi fortement débunké dans les milieux véganes. Voilà, il y a pas mal de personnes véganes qui essayent de faire comprendre que ça dépend des élevages, ça dépend des animaux, et que ils sont pas élevés pour, ils sont pas complémentés en B12 pour ça, quoi. Et donc, pour prendre effectivement le champ des compléments alimentaires de manière générale, pas que la B12, comme tu le disais, il y a certains véganes justement, ou comme le témoignage là que j'ai lu le dit, certains véganes qui ne veulent pas se complémenter parce que justement ils pensent que les compléments alimentaires ne sont pas naturels, ou une variante de ça aussi, j'ai pu discuter avec certaines personnes justement qui, comme je le disais avant, étaient d'accord de se complémenter en certaines vitamines, mais seulement si ces compléments alimentaires étaient naturels. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à ces gens-là? Encore une fois, le critère de naturalité, je pense qu'il est assez glissant. Alors après, il y a un truc aussi, c'est que la vitamine B12, c'est jamais une vitamine de synthèse qu'on retrouve dans les compléments alimentaires sur le marché. On a souvent cette opposition-là en disant vous prenez des compléments de synthèse. En fait, la synthèse de la vitamine B12, c'est une opération qui est extrêmement complexe. Donc la vitamine B12 qu'on retrouve dans les compléments alimentaires sur le marché, elle est obtenue par fermentation bactérienne en fait. C'est pas à proprement parler une vitamine de synthèse. Donc c'est un peu plus naturel que ce que pensent peut-être les gens. Ensuite, ce critère de naturalité, voilà, on a déjà un petit peu développé tout à l'heure, il est pas pertinent. Et je pense qu'il faut se méfier même il y a certaines marques de compléments alimentaires de B12 qui indiquent que leur B12 est obtenu de manière naturelle, avec des champignons, avec des levures, etc., et qui n'ont pas forcément fait de tests suffisants pour montrer l'efficacité de leur B12. Donc je pense qu'il faut se méfier de ça, justement. Je pense que c'est intéressant de remettre en question notre attachement à ce critère de naturalité, quoi. Il y a beaucoup de raisons, comme je disais tout à l'heure, de manque de confiance dans les institutions, tout ça qui peut expliquer ce genre de problématique, de volonté de manger vivant, de manger non dénaturé, etc. Et voilà, c'est pas
c'est pas des arguments qui sont réellement solides, quoi. Ouais. Oui, donc comme tu le disais, faire aussi attention entre les compléments alimentaires, tous ne se valent clairement pas, donc bien s'informer à ce niveau par rapport à ça, et notamment sur ton site, il y a pas mal d'informations par rapport à ça, donc on en reparlera à la fin. Et puis, est-ce que enfin, je t'ai entendu dire dans une présentation notamment que toi tu pensais carrément que c'était pas particulièrement pertinent de faire la différence entre aliments et compléments alimentaires. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu développer justement ce point-là? Oui, alors je comprends la distinction qu'on fait entre aliments et compléments alimentaires dans un cadre commercial, dans un cadre de commercialisation des produits. Mais effectivement, ce que je trouve intéressant d'interroger, c'est pourquoi on va considérer que cultiver des haricots pour obtenir des protéines, c'est un aliment, et pourquoi cultiver des bactéries pour obtenir de la B12, ça va être un complément. De la même façon, quand on consomme du sel enrichi en iode, par exemple, est-ce qu'on consomme à la fois un aliment et un complément alimentaire, ou est-ce que comme le complément est directement dans l'aliment, alors c'est juste un aliment? Est-ce que voilà, je trouve que la frontière, elle est quand même assez arbitraire dans la nature du produit. Il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Si c'est le degré de manipulation qui implique qu'on qualifie un produit d'aliment ou de complément, alors effectivement, est-ce que inséminer un animal avec des paillettes de sperme congelées, puis le faire naître, puis le gaver, puis aller l'abattre, puis le transporter, puis le réfrigérer, puis le cuire pour le consommer, est-ce que du coup on va considérer que c'est un complément? Bon, je trouve ça assez assez arbitraire en fait comme qualification. Ok, ouais. Et ouais, donc on voit avec ces différentes choses qu'on a dit là que finalement le fait de dire un petit peu ah oui il faut prendre si on doit prendre un complément à quelque part c'est qu'on fait quelque chose de faux donc c'est problématique. Je pense que bah, du coup pour les gens qui seraient prêts à sauter le pas de devenir végétarien ou vegan et c'est leur seul argument qui reste, bah clairement on a pu démontrer que c'était pas enfin il faut que vous deveniez végétarien ou vegan, désolé du coup on a cassé la dernière barrière. Et puis pour les personnes végétariennes ou véganes qui nous écoutent et qui se complémentent pas, ben faites bien attention à vous et puis essayez de vous renseigner au maximum sur ces questions. Et puis pour prendre du coup revenir un petit peu à ce qu'on disait avant sur tout ce dont on parle sur la nature, etc. On entend justement dans le milieu un petit peu sceptique, zététicien, etc. On parle souvent d'appel à la nature. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est, nous donner quelques exemples, et puis aussi peut-être quelques dangers potentiels que ça pourrait poser? Alors oui, généralement par appel à la nature, on entend un procédé rhétorique qui énonce que tout ce qui est jugé naturel serait bon ou souhaitable ou désirable, et que tout ce qui est artificiel ou jugé artificiel serait mauvais, pas désirable, pas souhaitable. Donc ce procédé rhétorique, il place le critère de naturalité au cœur de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ce critère de naturalité, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, il est relativement inconsistant. C'est-à-dire qu'il n'est pas pertinent pour établir ce qui est bon ou mauvais. Je parlais des amanites phalloïdes tout à l'heure, qui sont 100% naturels et qui pour autant sont néfastes pour l'organisme humain. Mais c'est aussi le cas, voilà, des séismes, des virus, de bactéries pathogènes pour notre organisme. Voilà, on a plein de phénomènes qui sont naturels, plein de produits qui sont naturels et qui sont extrêmement néfastes. Et à l'inverse, on a plein de produits artificiels qui sont très bons si, en tout cas, l'objectif est de minimiser les souffrances, de préserver la santé humaine, etc. Les médicaments, les anesthésies générales, qui sont quand même pas mal pour pas se faire opérer à vif, les vêtements, les lunettes de vue, et tout, enfin voilà, tout ce qui permet d'améliorer le bien-être, d'améliorer la qualité de vie, etc. Donc ce procédé rhétorique, l'appel à la nature, il est quand même assez souvent mobilisé dans plein de sujets. Pour moi, il pose problème dans la mesure où il n'est pas pertinent dans le fait de faire des choix éclairés. Je pense notamment aux arguments marketing que j'évoquais tout à l'heure. C'est facile de se faire avoir par un produit qui est étiqueté, estampillé naturel et qui en fait, c'est un argument marketing qui ne repose sur aucune donnée tangible. Donc, pour moi, ça pose souci dans le fait de faire des choix éclairés. On en parlait juste à l'instant, ça pose souci dans le fait qu'il y a des personnes qui effectivement végétalisent leur alimentation, mais qui refusent de se complémenter parce que elles vont juger que comme c'est pas naturel, alors c'est forcément mauvais.
Et pour aller plus loin, c'est aussi un argument qui est souvent mobilisé pour désigner certaines pratiques, certaines préférences ou certaines attitudes, et qui est mobilisé pour désigner ces préférences, ces attitudes comme étant contre nature, avec des conséquences extrêmement néfastes pour les personnes. C'est par exemple un argument qui est souvent mobilisé dans un contexte homophobe ou transphobe, par exemple, où on va considérer que certaines orientations sexuelles sont contre nature. Ça, c'est un exemple parmi d'autres de conséquences assez néfastes que ça peut avoir sur les personnes. Ça peut aller très loin dans ce qu'on va considérer comme étant nuisible ou souhaitable, etc. sur ce critère-là, quoi, qui est pas pertinent. Donc, je pense que effectivement, c'est un concept à manier avec prudence. Le critère de naturalité, il peut avoir des conséquences assez fâcheuses, quoi. Et en tout cas, l'appel à la nature, oui, je pense qu'on faudrait mobiliser moins ce procédé rhétorique. Là, on l'entend encore beaucoup, et pourtant c'est débunké assez massivement aussi, quoi. Il y a du travail. Ouais, comme tu le dis, beaucoup de discriminations se fondent sur l'idée de nature. Par exemple, il y a Pierre Rabhi, je crois, qui disait que, étant donné que les couples homosexuels sont inféconds par nature, alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de ne pas promouvoir dans la société, et puis ce genre de choses, et ça peut potentiellement poser problème, ou même une forme qu'on pourrait appeler d'essentialisation dans le féminisme. On va dire les femmes sont naturellement faites pour faire ou telle chose, sans se rendre compte que tout ça c'est beaucoup des constructions sociales. Ou bien même, parce que ce qui est très amusant avec ça, c'est aussi de voir que les différentes personnes vont justifier par la nature des choses complètement opposées. Par exemple, certaines personnes vont dire les peuples premiers n'avaient pas de propriété privée, etc. Ils s'échangeaient tout pour justifier une forme de communisme. Et d'autres vont dire les espèces se mangent entre elles, les individus, c'est la loi de la jungle, et du coup ça justifie une forme de darwinisme social, de méritocratie, etc. Donc c'est assez amusant de voir finalement que amusant ou triste, je sais pas, de voir que finalement un petit peu toutes les idéologies essayent de démontrer que ce qu'ils disent n'est pas une idéologie parmi d'autres, un projet de civilisation, mais c'est bien quelque chose de normal, de naturel, d'instinctif, quoi, quelque part. Et oui, ça c'est drôle parce qu'il y a ce paradoxe aussi dans l'argumentation des personnes véganes qui justement mobilisent ce critère de naturalité en disant à la fois c'est naturel d'être végane, et à la fois qui considèrent aussi que la prédation c'est naturel, que le fait de se faire dévorer vivant c'est naturel, du coup le fait de manger des animaux c'est naturel. Donc il y a une contradiction dans le fait de dire à la fois c'est quelque chose est bien, en l'occurrence être végane parce que c'est naturel, mais quelque chose est pas bien, manger des animaux, et pourtant c'est naturel. Bon, donc il y a mais parce que le terme le critère de naturalité est trop glissant en fait pour être est trop inconsistant en fait pour être mobilisé de façon cohérente, quoi, dans une argumentation, clairement. Et, un exemple aussi que j'aime beaucoup avec ça, c'est que, donc, comme tu le dis, c'est souvent assez justifié le fait de considérer que, par exemple, des produits ultra transformés peuvent être moins bons pour la santé ou comme ça. Mais par exemple, il y a un exemple qui est celui de la vanille, où on voit par exemple les arômes artificiels de vanille, qui peuvent paraître très chimiques, pas très bons, etc., sont en réalité quasiment meilleurs sur tous les plans que les gousses qu'on qualifie de naturelles de vanille, qui en fait créent des Vanilla Wars, des gens qui vont s'entretuer pour la vanille dans certains pays, qui créent, je crois, 1/5 de la déforestation du principal pays producteur de vanille, qui pour l'environnement est absolument catastrophique, qui est plus ou moins 10 fois plus cher que la vanille justement synthétisée pour la même quantité de vanille. Ce genre de choses où on voit finalement que malgré tous ces avantages qui paraissent exploser absolument la vanille qu'on qualifie de naturelle, il y a quand même ce truc où on se dit, cette vanille, elle a une sorte d'aura, justement, où on se dit, ah ouais, elle doit quand même être mieux, malgré tous ces arguments rationnels. Il y a quand même un truc un peu instinctif, je pense, ou en tout cas très socialement construit, de se dire, ah ouais, mais ça doit être mieux, c'est pas possible qu'un arôme artificiel soit mieux, quoi.
Et oui, bah en fait, on a un peu la même question sur la vitamine B12, hein, c'est-à-dire que on va considérer que, enfin, d'un côté, on va considérer que il vaut mieux élever des animaux, les exploiter, les abattre avec toutes les externalités négatives de l'élevage, le gâchis de ressources, l'occupation des terres, la déforestation, puis les questions de souffrance qui sont liées aux abattoirs, aux exploitations, etc. On va considérer que c'est préférable de faire tout ça pour avoir de la B12 entre guillemets naturelle plutôt que de prendre un complément alimentaire qui est produit dans un cadre maîtrisé avec un impact sur les ressources qui est vraiment bien moindre, une occupation des terres qui est quasi nulle, enfin, etc. Donc effectivement, on va opposer un produit naturel et un produit jugé pas naturel, voilà, et on va promouvoir un produit naturel même s'il a des externalités négatives extrêmement importantes, ouais. Donc pour moi, c'est vrai que je pense que c'est important de s'attacher aussi aux conséquences, aux effets, quoi, de la production de chaque de chaque produit, de s'interroger sur les effets. Ce qui me paraît être plus pertinent que ce critère de naturalité qui est souvent pris en exemple. Mais effectivement, ce critère de naturalité est quand même assez valorisé socialement, politiquement, d'un point de vue marketing. Voilà, c'est quelque chose de très socialement construit que c'est mieux que quelque chose de naturel. Ouais. Et je te propose qu'on fasse un petit peu le tour maintenant des différents arguments problématiques qu'on peut entendre justement dans le débat sur le véganisme, en tout cas les plus courants. Un premier que je peux avoir en tête, c'est notamment le fait que le véganisme, par exemple, pourrait guérir des maladies. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Alors, dans la littérature scientifique, on retrouve des éléments, des données qui montrent que en effet, la végétalisation de l'alimentation au sens large peut prévenir contribuer à prévenir certaines maladies, diminuer la prévalence de certaines maladies, notamment certains cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Donc c'est assez consensuel ça que en adoptant une alimentation en tout cas plus végétale, on peut effectivement réduire la prévalence de certaines maladies. Ça rejoint des recommandations qui sont assez claires de l'OMS, en France, d'autres organismes, quoi, qui effectivement surtout pointent du doigt la surconsommation de produits d'origine animale et qui encouragent à une consommation supérieure de fruits, légumes, légumineuses, etc. Après, c'est vrai que mobiliser l'argument en disant le véganisme guérit les maladies, tel quel, ça me paraît être un petit peu trop, un peu trop optimiste. Déjà, le véganisme n'est pas un régime alimentaire, hein, donc c'est toujours pareil, hein, c'est un mode de vie qui implique aussi divertissement, loisirs, sport, cosmétiques, etc. Bon, ne pas porter de fourrure, ça améliore pas la santé. Ne pas aller au cirque ou à la corrida, ça améliore pas la santé non plus, a priori. Donc, il y a une petite confusion, avec le végétalisme ou les pratiques strictement alimentaires. Et effectivement, il y a une vision chez certaines personnes véganes qui vont défendre le véganisme en disant que ça résout tous les problèmes et que c'est une solution miracle et que les produits laitiers sont des trucs toxiques, qu'il faut détoxifier le corps et que le véganisme permet ça et tout ça. Ce sont des arguments qui reposent pas vraiment sur des données tangibles. Donc, je pense que c'est un argument qui est un petit peu abusif. Bon, néanmoins, il y a on constate quand même que en végétalisant l'alimentation, on peut obtenir beaucoup de bénéfices pour l'organisme d'une manière générale, quoi. Donc, bien sûr, si c'est bien mené, hein, notamment avec une complémentation adéquate en vitamine B12, en attendant que les autorités sanitaires complémentent des produits d'usage courant en B12, comme ça a été fait avec l'iode, par exemple, avec le sel de table et ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, si c'est bien mené, oui, ça présente des avantages, quoi. Donc, un autre argument, typiquement, c'est justement le fait que le véganisme serait bon pour la santé. Donc, toi, tu aurais tendance à dire que, en tout cas, s'il est bien mené, dans la plupart du temps, ça peut même être mieux pour la santé, du coup, qu'un régime carné. Alors le végétalisme, oui, en l'occurrence, parce que le véganisme n'est pas strictement alimentaire, mais oui, ça peut être mieux. Après, c'est le fait de manger, je sais pas, une cuisse de poule une fois par semaine, ne va poser aucun problème de santé. Voilà, s'il y a des questions qui doivent être posées par rapport à ça, ce sera plutôt des questions relatives à l'éthique animale. Donc l'impact que ça a sur la poule en question, mais pour la santé, non, faut pas se mentir, ça a aucune conséquence a priori de manger des produits d'origine animale de manière très modérée, quoi. Les questions sanitaires qui se posent par rapport à ça, c'est plutôt une consommation excessive ou une consommation de certains produits qui, telle qu'elle est pratiquée, notamment dans les pays industrialisés, pose effectivement question sur beaucoup de maladies. Il y a quand même un nombre de morts et un coût pour la santé publique qui est très élevé, quoi, par rapport à la surconsommation de produits d'origine animale. Mais en soi, avoir une alimentation omnivore est pas
est pas en soi un problème, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas le cœur de l'argumentation, là, c'est pas, voilà. Ouais. Et du coup, pour continuer avec ce thème de la santé, il y a beaucoup de gens qui disent que les produits laitiers seraient très problématiques pour la santé, par exemple, pourraient causer l'arthrose ou ce genre de choses un petit peu qui vont à la contre-courant de ce que on nous dit généralement depuis qu'on est enfant, que voilà, les produits laitiers vont nous permettre d'avoir des os solides, etc. À quel point c'est vrai? Est-ce que les produits laitiers sont vraiment problématiques pour la santé ou pas particulièrement? Alors, les produits laitiers, c'est vraiment l'exemple type de l'aliment qui déchaîne les passions. Il y a le vulgarisateur, le pharmacien, qui avait fait une frise qu'il appelait le continuum d'exagération du lait, je crois, justement pour montrer que dans un extrême comme dans l'autre, les produits laitiers étaient à la fois promus par les filières comme étant un aliment quasi miracle, qui permettait d'avoir des os solides, qui était indispensable et qu'il fallait absolument consommer, et de l'autre côté, les produits laitiers perçus comme des produits toxiques qui effectivement provoquaient des pathologies diverses, etc. La réalité montre plutôt que les produits laitiers ne sont pas indispensables dans une alimentation équilibrée. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple du guide alimentaire canadien qui a été mis à jour assez récemment sans les interventions des industriels du lait et qui du coup ne proposait plus les produits laitiers comme aliments indispensables. Donc clairement, les produits laitiers ne sont pas indispensables à une alimentation équilibrée et saine, mais c'est pas non plus du poison en soi. C'est comme l'exemple de la cuisse de poule que je disais tout à l'heure. Boire un verre de lait par semaine, ça a aucune incidence sur la santé a priori de ce que j'en sais moi. Voilà. Mais donc il y a beaucoup d'exagération d'un côté comme de l'autre. Les questions liées aux produits laitiers, c'est aussi c'est des questions environnementales, des questions d'éthique animale, bien sûr, quoi. Est-ce que pour un produit qui du coup n'est pas indispensable, on accepte d'exploiter des animaux, de les envoyer à l'abattoir, de les inséminer à répétition, de leur enlever leurs petits, etc. Tout le système de production laitière qu'on connaît, quoi. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'exagération d'un côté comme de l'autre. Sur l'aspect nutritionnel, c'est vrai que le coût bénéfice problématique paraît pas très élevé. Une autre idée qu'on peut avoir, qu'on entend parfois dans des milieux véganes, c'est que voilà, les éleveurs se ficheraient complètement de leurs animaux. Oui, alors ça fait partie des idées reçues qui diabolisent un petit peu les personnes impliquées dans l'exploitation des autres animaux. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi sur les opérateurs et opératrices d'abattoirs, où on considère que ce sont des psychopathes, des monstres, voilà, ce genre de qualificatifs qui sont malheureusement parfois employés dans les mouvements animalistes. Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout cette vision-là. Alors, bon, déjà pour avoir discuté régulièrement avec des personnes qui sont éleveurs, qui sont impliqués dans l'exploitation des autres animaux. Généralement, c'est des personnes en fait qui tiennent à leurs animaux, aussi paradoxal que ça puisse sembler, et des personnes qui surtout aiment vivre en fait en compagnie d'autres animaux. Et c'est pas du tout des monstres qui prennent plaisir à envoyer à l'abattoir, exploiter des animaux, quoi, pas du tout. D'ailleurs, il y a pas mal d'éleveurs et d'éleveuses qui sont en situation de dissonance cognitive ou en situation de malaise avec le fait d'envoyer leurs animaux à l'abattoir, quoi. Il y en a certaines aussi qui arrêtent, qui se reconvertissent ou qui essayent de trouver des solutions pour ne plus envoyer des animaux à l'abattoir, quoi. D'ailleurs, c'est des choses qu'on observe et dont on parle un petit peu plus de manière un petit peu plus courante aujourd'hui, où on voit des anciens éleveurs, voilà, qui se reconvertissent dans la culture végétale, qui deviennent véganes, même qui deviennent militantes antispécistes, de même que des opérateurs et opératrices d'abattoirs. Je pense notamment à Mauricio Garcia Pereira, qui travaillait en abattoir et qui a témoigné notamment dans le cadre de vidéos avec l'association L214 pour expliquer ce qu'il avait vécu en abattoir et le fait que les personnes qui travaillent en abattoir sont aussi victimes d'un système qui est extrêmement violent et qui globalement les ignore, hein. C'est des sujets qui sont un petit peu tabous. On laisse faire un petit peu le sale boulot par des personnes comme ça, voilà, dont on parle pas beaucoup. Mais à mon sens, il y a vraiment une maltraitance aussi humaine dans les abattoirs parce qu'on laisse des humains éviscérer à tour de bras, abattre à tour de bras, et que c'est pas sans conséquence sur justement leur psychologie. Je pense qu'il y a un problème aussi
de considération. On va considérer que il faut être méchant pour travailler dans ces endroits-là, alors que souvent c'est juste des questions de précarité économique en fait qui justifient le fait de travailler dans ces secteurs et qui poussent à y rester aussi, et que pour pouvoir faire ce boulot, il faut de toute façon mettre de côté son empathie, sinon on peut pas le faire. Donc le fait de mettre de côté son empathie, ça pousse effectivement à pouvoir commettre des actes qui sont intrinsèquement violents et à objectifier les animaux. Sans ça, c'est difficile de travailler. Donc je pense que c'est des questions qui doivent être réglées de manière collective et que c'est pas les individus qui sont responsables. Et c'est pareil pour les éleveurs. En fait, je pense que il faudrait encourager les reconversions, proposer des plans de reconversion économiquement viables aussi pour changer de modèle. Mais ça ne peut pas se faire à l'échelle individuelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives là qui se développent en ce sens, encore trop peu, je pense, mais qui justement proposent aux éleveurs de reconsidérer leur activité, de se reconvertir et tout. Et je pense que c'est une bonne chose. Bon, moi, sur cette question-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec un éleveur en particulier, donc je sais pas si ça vaut pour la collectivité ou non. En tout cas, j'ai trouvé assez impressionnant ce qu'il me disait. Il me disait notamment que le jour d'avant que le camion vienne chercher ces animaux pour l'abattoir, il avait très régulièrement des grandes insomnies, qui faisaient des nuits blanches ou qui parfois pleuraient carrément toute la nuit de voir ces animaux partir à l'abattoir. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonné. Et j'ai envie de dire, du coup, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à ne pas les amener à l'abattoir si ça crée des telles sensations chez un éleveur? Mais en tout cas, pas tous les éleveurs se fichent de leurs animaux, puisque j'ai pu discuter avec quelqu'un dont ce n'était pas le cas, ça c'est sûr. Oui, je pense que c'est caricatural de dire que les éleveurs se foutent de leurs animaux, oui, je pense. Et puis un autre argument qu'on entend très très régulièrement, plutôt de la part du coup de ceux qui veulent légitimer du coup leur consommation de produits issus de l'exploitation animale, c'est que finalement tous les animaux se mangent entre eux, la prédation est omniprésente, donc pourquoi est-ce que nous on devrait faire autrement? Oui, ça c'est un mélange de ce qu'on disait tout à l'heure, d'appel à la nature ou de paralogisme naturaliste. On va dire il y a la prédation dans la nature, c'est comme ça, donc si c'est comme ça, c'est que c'est bien. Et il y a une distinction entre ce qui est et ce qui est souhaitable. Dans la nature, il y a des rapports sexuels forcés, les animaux se dévorent entre eux, il y a des maladies, des virus, etc. Est-ce que pour autant tout ça c'est bien? Ça paraît assez fragile comme argument. On n'est pas du tout obligé de reproduire ce qui se passe dans la nature. On prend toujours l'exemple des lions qui tuent les petits lionceaux pour déclencher des chaleurs chez les femelles, etc. Ou plein de phénomènes qui se produisent dans la nature et qu'on n'a pas du tout envie de reproduire. Ça me paraît assez faible, quoi. Et après il y a aussi le fait d'interroger la prédation en soi. Pourquoi on estime que c'est forcément bien que des animaux se mangent entre eux, quoi. C'est des questions qui sont analysées philosophiquement, et il y a tout un champ de recherche en éthique animale qui justement concerne le bien-être des animaux sauvages. Donc voilà, cette sacralisation entre guillemets des phénomènes naturels, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est ce critère de naturalité qui est pris en compte au détriment de d'autres critères comme les souffrances causées, etc., quoi. Oui, c'est un petit peu rigolo de voir des films avec plein de lions qui disent que le cycle de la vie, c'est vraiment très très chouette quand on est sur un canapé avec aucune biodiversité autour de nous et aucun prédateur prêt à nous manger en permanence. Oui. Est-ce que un autre argument qu'on peut entendre, c'est finalement on a toujours mangé des animaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez changer le cours de l'histoire comme ça? Oui, ça c'est le fameux appel à l'ancienneté ou appel à la tradition qui justifie effectivement certains traitements. La chasse, on a toujours chassé, la consommation d'animaux, on a toujours mangé des animaux, etc. Effectivement, c'est pas le critère d'ancienneté sur une pratique qui détermine si cette pratique est souhaitable ou pas. Il y a des choses qui sont très anciennes, le meurtre par exemple, et qui peuvent être mises en question. On n'est pas obligé de rester fixé sur des choses qui nuisent à la santé, à l'intégrité physique, etc., quoi. C'est un argument qui est inscrit dans la loi d'ailleurs en France. C'est drôle parce que je vois rarement les communautés sceptiques se pencher sur cette question, mais quand même en France, on a un article de loi dans le code pénal qui énonce que les corridas sont des actes de cruauté et des sévices graves infligés aux animaux, en l'occurrence aux taureaux, mais qui tolèrent la pratique dans quelques départements français
s'il y a une tradition ininterrompue qui peut être invoquée. Ça veut dire que l'appel à la tradition est inscrit dans la loi en France, dans le code pénal, quoi. Donc voilà, on a des, pour moi, ça fait partie des choses à changer, quoi. Il y a des tentatives de propositions de loi, en ce moment même justement, qui sont en cours au moment où on parle là. Mais c'est pas facile à déboulonner. Cet argument, il est quand même très fort. Il y a des attachements identitaires, des attachements aux traditions qui sont très forts. Et on n'est pas obligé d'anéantir les traditions. On peut aussi juste les modifier, remplacer une tradition par un folklore qui ne nuit à personne. Ça peut, on peut trouver des solutions comme ça. Donc, mais effectivement, cet appel à l'ancienneté, c'est pareil, c'est comme l'appel à la nature, il n'est pas très consistant, quoi. Un autre argument que personnellement je trouve vraiment pété et je comprends pas comment des gens peuvent tenir avec honnêteté ce genre d'argument, mais bon, je vois que ça se fait et j'ai déjà reçu des commentaires comme ça, c'est dire Hitler était végétarien, du coup ça marche pas, quoi. Ouais, alors ça, c'est le cas classique de déshonneur par association. Alors c'est drôle parce qu'on retrouve un peu le même truc chez certaines personnes véganes qui font l'inverse, qui font l'honneur par association en disant voilà, Victor Hugo était végétarien, telle star est végétarienne et tout ça. Donc c'est un procédé qu'on retrouve honnêtement des deux côtés, si je puis dire. Effectivement, c'est un procédé qui est un peu, c'est pareil, c'est un peu fallacieux. Hitler, en l'occurrence, il était pas du tout vegan, pas antispéciste du tout, et même pas végétarien en vrai. Il a réduit sa consommation de produits d'origine animale pour des questions de santé, donc en plus pas du tout des questions d'éthique animale. Et donc il y a ce mythe, qui a été construit justement par le Troisième Reich pour donner une bonne image de Hitler et qui est resté, effectivement, c'est un truc, je pense que toutes les personnes véganes ont déjà entendu dans les repas de famille et dans les débats autour du véganisme, et qui est assez compliqué. C'est difficile de pas être un peu consterné par cet argument, mais il est là en tout cas. Et oui, c'est pareil, c'est un argument qui est inconsistant. Alors on peut après évoquer Mussolini qui mangeait de la viande, donc qu'est-ce qu'on fait, ou Hitler qui buvait de l'eau, ça a pas vraiment de sens, quoi. Ouais, tout à fait. Et un des derniers arguments, c'est notamment le fait de se dire, finalement, tout le monde mange de la viande. Donc, effectivement, par exemple, le meurtre ou comme ça, a priori, il y a peu de gens qui commettent des meurtres, donc ça paraît assez normal. Enfin, c'est une règle plutôt admise. Mais par contre, par exemple, manger de la viande, plus ou moins tout le monde le fait, donc pourquoi je le ferais pas? Oui, ça, c'est ce qu'on va qualifier d'appel à la majorité. Et effectivement, on va énoncer que si une pratique est majoritaire, si elle est pratiquée par, en tout cas, beaucoup de personnes, alors elle est légitime, elle est souhaitable, elle est désirable. Ce critère-là, pour moi, il n'est pas plus pertinent que le critère de naturalité ou le critère d'ancienneté, etc. Parce que c'est le fait qu'une majorité pratique quelque chose, c'est décorrélé de ses effets, de ses conséquences. C'est plutôt ça que je pense qu'il est intéressant d'observer. Et en même temps, j'ai envie de dire, même si une pratique est majoritaire, peut-être que ça vaut le coup de l'examiner justement plus en détail, parce que s'il y a de très très nombreuses personnes qui pratiquent quelque chose de très très nuisible, les conséquences sont d'autant plus graves. Donc ça peut valoir la peine justement de se pencher. Et puis il va y avoir beaucoup plus de points aveugles peut-être dessus aussi. Quand une pratique est très très répandue, on a tendance à moins l'examiner, à moins la remettre en question. Et si ces conséquences sont néfastes et pas très visibles, en tout cas pas très visibles pour une certaine population, ça peut être d'autant plus grave en fait. Donc je pense que c'est bien d'examiner les pratiques qui sont aussi appliquées par la majorité, quoi. Oui, puis je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, on aurait très bien pu dire tous les hommes battent leurs femmes, ou bien encore un petit peu plus en arrière, finalement, plus ou moins tout le monde a des esclaves. Enfin, ça paraît assez normal qu'une société fonctionne là-dessus. Donc, je pense que c'est aussi toujours quelques personnes un peu minoritaires qui, au départ, disent hey les gars, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment bien ce qu'on fait là? Puis petit à petit, ça prend de l'ampleur d'un point de vue social, mais il faut évidemment au départ que ce soit un peu minoritaire pour qu'ensuite ça devienne majoritaire, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé aussi, c'est notamment l'argument qui consiste à dire que il y a plein de bébés en fait qui sont morts à cause du véganisme. On entend assez souvent ce genre de faits divers de parents irresponsables qui auraient donné une alimentation végane à leurs enfants. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Alors effectivement, de temps en temps, on voit surgir dans la presse en France, dans les médias, des articles de presse, souvent issus de la littérature, de la presse anglophone en fait, qui disent que des parents ont fait preuve de négligence, des parents véganes ont été condamnés parce que leur bébé est tombé malade ou est décédé, etc.
et c'est systématiquement rattaché donc à la pratique du véganisme. En fait, quand on observe ces phénomènes d'un peu plus près, ces articles d'un peu plus près, notamment quand on remonte à la source de ces articles, on se rend compte que déjà il y a une confusion linguistique, parce que le terme vegan en anglais, il définit le végétalisme, et pas le véganisme au sens de pratique, comme je disais tout à l'heure, sur le refus de la corrida, de la chasse, l'habillement, etc. Donc on confond une pratique, le véganisme en France, avec une autre pratique, le végétalisme, outre-Atlantique ou dans les pays d'où proviennent ces faits, ces articles. Donc ça crée une confusion avec le véganisme. Et quand on observe aussi, quand on examine d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a une autre confusion, c'est que souvent les parents en question sont même pas végétaliens. C'est souvent en fait des personnes qui sont plutôt attachées à des préceptes New Age, qui sont très attachés à certaines pseudosciences, qui ont soigné leurs enfants à l'homéopathie, et que même pour des pathologies extrêmement graves, et que ça a pris des proportions démesurées qui sont allées vers des conséquences dramatiques, ou des personnes qui n'avaient pas de carnet de santé pour leur enfant, pas de vaccination, qui ne voulaient pas aller chez le médecin, etc. Donc en fait, quand on creuse un petit peu ces cas de soi-disant maltraitance de personnes véganes vis-à-vis de leurs enfants, on se rend compte qu'il n'était pas question de véganisme, qu'il n'était même pas question de végétalisme, et qu'il était en fait question de soit d'attachement religieux, voire de dérive sectaire, ou d'attachement aux pseudosciences. Donc des choses qui sont en soi décorrélées du véganisme. Malgré tout, la presse en fait souvent ses choux gras, parce que c'est des faits divers, entre guillemets, qui suscitent beaucoup de commentaires, etc., puis qui permettent de taper sur les véganes à peu de frais. Donc c'est malheureusement, moi ça m'attriste un peu que ce genre de drame soit instrumentalisé dans ce cadre-là. Et même à l'inverse, quand il y a un enfant qui s'intoxique avec un steak haché à cause d'une bactérie, E. coli ou autre, et qui développe une pathologie ou qui en meurt, ça me consterne un petit peu de voir que dans certains milieux véganes, c'est aussi instrumentalisé pour dire ah là là, il faut pas manger de viande, regardez. Je pense que c'est vraiment c'est un débat au ras des pâquerettes, quoi. Je pense que ça rend service à personne en fait d'instrumentaliser ce genre de drame. Donc c'est vraiment décorrélé des questions antispécistes, des questions du véganisme et tout, quoi. C'est des problèmes plutôt de refus, de défiance vis-à-vis des institutions, de refus de la médecine et tout, c'est d'autres problématiques, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de pas mal d'arguments un peu problématiques qui peuvent être donnés par-ci par-là. Une autre chose que j'aimerais creuser un peu avec toi, c'est cette association qui peut être faite soit par des personnes extérieures, soit par certains pratiquants eux-mêmes, entre tout ce qui est le véganisme et puis par exemple d'autres régimes alimentaires. Donc le véganisme n'est pas un régime alimentaire, le végétalisme, et par exemple les régimes sans gluten, sans sucre, détox, etc., qui sont souvent quand même un peu de la pseudoscience ou basés sur des éléments très peu éprouvés. Qu'est-ce que tu penses de cette association qui peut être faite, par exemple quelqu'un qui va dire moi je suis vegan, mais du coup est-ce que tu manges du gluten? C'est quelque chose qu'on peut peut-être entendre, ou bien peut-être que certaines personnes justement sont réellement véganes et puis ne mangent pas le gluten par exemple ensemble. Est-ce que peut-être il y a une corrélation entre ça? Je sais pas. Alors pour clarifier, il y a vraiment aucun rapport entre du coup le fait d'être végétalien, végétalienne ou végane et de pas consommer de gluten. A priori, le fait de pas consommer de gluten, c'est plutôt pour les personnes qui ont une maladie cœliaque et qui du coup ne peuvent pas, effectivement, qui ont un souci avec le gluten. Malgré tout, il y a effectivement une confusion sur ces questions-là. Le véganisme, le végétalisme sont souvent associés à des régimes sans sucre, des régimes sains, des régimes sans gluten, etc. La confusion, elle est vachement entretenue par certaines marques, notamment des marques alimentaires ou des marques de cosmétiques aussi, qui surfent un peu sur les tendances liées aux alimentations végétales, qui surfent sur la tendance du véganisme et tout, et de l'alimentation saine. Et donc il y a une espèce de mélange comme ça de naturel, bio, détox, vegan, et ce sont des termes qui sont souvent apposés comme argument de vente sur certains produits, et donc il y a une confusion dans l'esprit du public. On voit ces produits, ces termes qui sont souvent associés, et on se dit tiens, manger vegan c'est manger sain. C'est quelque chose qui est assez récurrent, quoi. Et en fait, c'est pas parce qu'on voit sur un emballage qu'il y a marqué vegan, sans gluten et détox que les trois concepts sont liés aux mêmes attentes, que les pratiques sont similaires ou qu'elles sont corrélées, quoi. Il y a aussi historiquement une utilisation
de cet argument de l'alimentation saine par les personnes véganes elles-mêmes, quand même, qu'il faut souligner, et qui entretient la confusion aussi. Je parlais de Gary Yourofsky tout à l'heure. C'est le genre de personne qui a contribué à créer cet amalgame entre manger végétal et refuser les produits laitiers pour des questions de toxification de l'organisme, en disant que la viande serait un poison, etc., quoi. Donc ça a quand même contribué aussi à cette confusion. Je pense qu'il y a aussi une confusion, ça c'est un point qui me paraît important et dont on parle assez peu, une confusion entre la pratique et les motivations qui justifient cette pratique. Parce que comme le fait de rejeter certains aliments est souvent considéré comme étant des interdits alimentaires, quasiment religieux, d'ailleurs c'est souvent le cas, dans les religions il y a beaucoup d'interdits alimentaires, voilà, selon les religions on mange pas de cochon, etc. C'est le fait de ne pas vouloir manger certains aliments va être perçu souvent comme quelque chose de dogmatique, de religieux, d'irrationnel. Et en fait, c'est pas le cas. On peut avoir des raisons rationnelles de refuser certains aliments. Imaginons quelqu'un qui lit les rapports du GIEC, qui se rend compte que l'alimentation avec le plus gros potentiel de réduction de gaz à effet de serre, c'est effectivement le végétalisme, qui devient végétalien pour cette raison-là, parce que il estime que limiter le réchauffement climatique, ça a un impact positif sur les êtres vivants qui peuplent la planète. On va difficilement pouvoir dire que c'est des raisons qui sont irrationnelles, quoi. Et malgré tout, il va s'interdire de manger des produits animaux, comme d'autres vont s'interdire de manger des produits animaux pour des raisons religieuses ou dogmatiques, quoi. Donc, il faut vraiment distinguer les motivations. Une même pratique peut être vraiment issue de motivations très différentes. Même ça marche pour l'alcool, par exemple. Une personne qui va dire moi je refuse l'alcool parce que si j'en bois, je vais aller en enfer. C'est une raison qui peut sembler dogmatique. Et par contre, une personne qui dit moi je bois pas d'alcool parce que c'est une des principales causes de cancer alimentaire et que c'est un produit addictif qui pose problème socialement et qui coûte cher, etc. C'est des raisons qui sont un peu plus pour être considérées comme plus rationnelles. Donc, à mon sens, c'est important de faire ce distinguo entre les motivations des pratiques et les pratiques elles-mêmes et de pas mélanger tout ça, quoi. Et puis je pense que c'est assez important de faire cette distinction aussi parce que il peut y avoir un effet de certaines personnes qui se disent du coup vu que le véganisme est sain, forcément c'est je vais enlever toute la partie un peu plaisir de mon alimentation, quoi. Je vais me retrouver face à du tofu avec du riz et des carottes, quoi. Et le fait peut-être de se dire je pense que le côté sain est parfois associé à un truc de c'est pas très bon. Par exemple, les burgers c'est pas sain, les pizzas c'est pas sain, alors que c'est super bon, voilà. Les bonbons c'est la même chose, etc. Et donc le fait que le véganisme soit forcément associé à des trucs toujours sains, ça peut aussi créer un peu ce truc de du coup ça doit être pas bon, quoi. Oui, bien sûr. L'image des personnes véganes qui se privent en mangeant de la salade, du brocoli et du quinoa, limite en broutant de l'herbe, quoi. C'est un peu le truc récurrent. En fait, la cuisine végétale, elle est vraiment très riche. On peut quasiment tout végétaliser, en fin de compte. Donc, il y a des burgers véganes, des pizzas véganes. Tous les plats peuvent être végétalisés, mais je précise que c'est un truc un peu franco-français aussi, ça, parce que la gastronomie végétale dans beaucoup d'autres pays, elle est beaucoup plus valorisée, beaucoup plus maîtrisée aussi. En France, beaucoup de plats traditionnels reposent sur juste un morceau de viande, en fait. Et beaucoup sur le fromage aussi. Donc le pays aux 300 fromages, là c'est compliqué de remettre ça en question, mais en fait la gastronomie végétale elle est très riche, elle est vraiment savoureuse et tout ça. Bon, pour moi c'est pas un argument valable de dire non plus que parce que c'est pas bon alors on peut abattre des animaux par milliards tous les ans et tout ça, mais en tout cas c'est effectivement un a priori qui tend à s'effriter quand même un petit peu avec le temps, parce qu'on constate que il y a un peu plus d'ouverture aux alimentations végétales, de connaissances et tout, la gastronomie végétale. Il y a des grands chefs et des grandes chefs qui s'y mettent, qui sont étoilés, qui font une super gastronomie. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir ou à redécouvrir. Mais en tout cas, dans certains pays, la gastronomie végétale est beaucoup plus développée et c'est tout sauf triste. C'est vraiment Mais effectivement, cette association un petit peu caricaturale entre les alimentations végétales et les légumes vapeur ou la tristesse dans l'assiette, c'est un truc qui est encore assez présent, ouais. Ouais, tout à fait. Et pour continuer sur ce lien entre véganisme et pseudoscience,
Moi, par exemple, très prochainement, je suis invité à un anniversaire d'une personne qui est vraiment beaucoup dans tout ce qui est pseudosciences, etc. Très New Age, très complot, qui voilà a refusé le vaccin, etc. Et typiquement, cette personne a décidé de faire les repas de son anniversaire entièrement vegan, parce que en fait la quasi-totalité de ses amis sont soit végétariens, soit véganes. Et donc moi, enfin, j'ai aucune démonstration scientifique qui pourrait y avoir un lien entre les personnes végétariennes et puis potentiellement certaines pseudosciences ou certaines théories du complot, mais pour bien connaître du coup un peu les deux milieux du coup maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain lien qui est basé sur mon ressenti. J'ai l'impression d'être Tatiana Ventos quand je dis ça. Euh, mais du coup, est-ce que toi tu penses effectivement qu'il peut y avoir une certaine corrélation et si oui, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer? Alors, c'est vrai que j'entends souvent dire qu'il y a une porosité entre le végétarisme, le véganisme et les pseudosciences ou le dérive sectaire même. Moi, à titre perso, j'ai pas de données là-dessus. Je voudrais avoir de la data parce que j'entends très très souvent cette information-là, mais c'est souvent basé effectivement sur des données observationnelles qui peinent un petit peu à être quantifiées, etc. Donc, je préconise d'appliquer le principe de la dent d'or de Fontenelle, à savoir assurons-nous bien du fait avant d'examiner, avant de nous inquiéter de la cause. Donc, savoir si vraiment ce truc-là est établi dans un premier temps. Mais bon, moi aussi, j'observe qu'effectivement, il y a souvent des associations entre les préoccupations bien-être, les dérives New Age, etc., et les alimentations végétales. Mais je pense que c'est potentiellement ces mouvements New Age, bien-être, naturopathes, etc., qui sont intéressés par les alimentations végétales, ce qui ne signifie pas que l'inverse est vrai, et que les personnes qui s'intéressent aux alimentations végétales sont particulièrement portées sur ces délires New Age, etc. Moi, j'observe à titre perso aussi beaucoup l'inverse, mais sûrement parce que je suis dans une bulle. On a tous des bulles de filtre un peu, mais moi dans mon entourage, il y a beaucoup d'antispécistes et de véganes sceptiques qui sont très attachés à la pensée critique, qui prennent plaisir à décortiquer des études scientifiques tout leur week-end, etc. quoi. Donc je me méfie un petit peu de tout ça. Malgré tout, je pense qu'il y a des points communs qui peuvent être trouvés et qui peuvent encourager les mouvements New Age, les mouvements liés au bien-être et tout, à s'intéresser aux alimentations végétales et à les promouvoir, à savoir justement ce qu'on disait tout à l'heure, la perte de confiance dans les institutions, le fait de se méfier du système un petit peu, d'avoir cette contestation du système, et puis certaines idées reçues sur ce qu'on disait tout à l'heure, le lactose, la détox, le fait de considérer que certains aliments sont du poison et tout. Donc là encore, je dirais qu'il faut faire attention aux motivations des personnes, quoi. Je pense qu'il y a une responsabilité, comme je disais tout à l'heure aussi, des scandales sanitaires sur la perte de confiance dans les institutions, qui peut pousser à se détourner un petit peu des recommandations nutritionnelles qui recommandent encore de manger des produits d'origine animale, et qu'il y a beaucoup de défiance par rapport à ça. Il y a aussi un retard aussi des autorités sanitaires sur les alimentations végétales qui entretient ce manque de confiance. C'est vrai que actuellement, même en termes de formation des professionnels de santé, c'est pas vraiment à la hauteur, c'est pas vraiment en correspondance avec ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Il y a toujours une inertie entre ce que produit la recherche, la parution et la publication des papiers scientifiques, ce qui se retrouve dans la formation, ce qui est ensuite délivré par les médecins et les autorités sanitaires, etc. Et cette inertie-là, elle fait que, notamment en France, il n'y a pas de formation aux alimentations végétales. Avant le DU qui a été créé à la Sorbonne en 2021, il n'y avait aucune formation aux alimentations végétales, et les médecins généralistes notamment étaient complètement livrés à eux-mêmes avec leur patientèle. Et ce qui était donné aux patients, et encore maintenant ce qui est donné aux patients, c'est des mauvais conseils. Un patient ou une patiente végétarienne, on va lui dire remange de la viande. Tu as tel problème de santé, remange de la viande, même si ça n'a rien à voir. Parce que ça va être identifié comme étant un problème, une cause, plus ou moins à tous les maux, quoi. Et ça pousse malheureusement les personnes à se tourner vers des pseudosciences qui vont être beaucoup plus accueillantes avec les alimentations végétales, quoi. Donc ce système-là, il se retrouve assez fréquemment. Il y a Sohan Tricoire, qui est diététicienne, qui en parle sur sa chaîne YouTube notamment, qui est ex-naturopathe et qui a fait tout un travail justement de remise en cause de la naturopathie, de remise en question. Qu'il explique très bien que y a beaucoup de personnes véganes qui se tournent vers les pseudosciences aussi parce qu'elles reçoivent de très mauvais conseils de la part de leurs médecins et qu'elles n'ont plus confiance dans les professionnels de santé, quoi. Donc je pense qu'effectivement ça entretient ça aussi.
Ouais, ouais, comme on le disait, hein, il peut y avoir une sorte de rejet du système. Par exemple, on parlait avant de l'agro-industrie, qui fait qu'on va se retrouver à dire que produit naturel est forcément mieux. Bah là, ça peut être un peu la même chose, une sorte de rejet de toutes les autorités, donc aussi des autorités scientifiques, etc. Et, euh, et ouais, peut-être une confusion. Typiquement, moi, par exemple, au niveau de tout ce qui est OGM, j'ai souvent tendance à dire que bah, des OGM, s'ils sont bien faits, ça peut aider par exemple à lutter contre le réchauffement climatique, avoir des plantes plus efficaces par rapport à ça, ou augmenter la valeur nutritionnelle de certaines plantes, etc. Donc ça peut être certainement intéressant. Et certaines personnes vont me dire, ah oui, mais du coup tu soutiens Monsanto, tu soutiens l'industrie agroalimentaire qui est problématique, etc. Et un petit peu comme si ça venait contredire ce que je venais de dire, alors que pas du tout. Je pense que Monsanto, le fait de breveter cette histoire de brevet, etc., peut être très problématique. Ce qui ne veut pas dire que la technologie en soi qu'il y a derrière est problématique. Et d'ailleurs, c'est la même chose, par exemple, pour tout ce qui est je sais pas, par exemple, les réseaux sociaux, comme ça, je trouve ça super qu'on puisse communiquer à distance, etc. Par contre, le modèle un petit peu de capitalisme informationnel qui est derrière et qui pousse à mettre en avant certains contenus haineux, etc., ben, je le trouve absolument horrible. Et je pense que c'est un peu cette confusion qu'il peut y avoir de rejeter d'un coup tout le système sans forcément se dire ben, c'est le système utilisé d'une certaine façon qui est problématique à quelque part. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je parlais d'attention légitime, quoi, portée sur ces questions-là, effectivement, enfin, on sait que tu vois, tu parles de l'exemple des réseaux sociaux, les algorithmes qui favorisent les contenus haineux, etc. C'est bon quelque chose à titre individuel, on est assez impuissant aussi par rapport à ça, et les critiques sont légitimes, effectivement. On peut se poser la question, quoi, sur ces contenus, les critiquer. Après, sur la question des OGM, bon, moi, je suis pas du tout experte de la question des OGM, mais c'est vrai que les critiques qui sont régulièrement faites sur cette question-là vont reposer justement sur le critère de naturalité, sur le fait que on se prend pour Dieu, que c'est pas naturel, qu'il faut pas modifier le vivant et tout ça. Alors que modifier le vivant, on le fait avec n'importe quelle semence, n'importe quelle culture, comme on disait tout à l'heure, végétale, n'importe quelle forme d'élevage de toute façon. Et que c'est pas vraiment là le problème. Effectivement, il y a d'autres problèmes qui peuvent être posés, mais pas forcément sur ces points d'attention là, quoi. Ouais, il y a beaucoup de passion aussi par rapport à ça. Il y a des gros intérêts financiers aussi qui font que effectivement il y a des informations biaisées qui sont délivrées d'un côté comme de l'autre, quoi. Il y a du lobbying d'ailleurs dans les deux sens, hein, aussi le lobby du bio est quand même assez présent dans le débat public et voilà, c'est à mon sens, il faudrait déterminer ce qu'on attend comme conséquence et ce qu'on voudrait promouvoir, quoi. Est-ce que le but c'est de limiter les souffrances? Est-ce que le but c'est d'avoir du naturel? Est-ce que le but, voilà, il faut qu'on clarifie les objectifs avant de critiquer une pratique ou un produit, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats qui malheureusement tournent sur ce critère de naturalité, sont basés là-dessus. Alors qu'il y a d'autres critiques légitimes à faire, ouais, bien sûr. Ouais, et donc ça pousse effectivement à prendre conscience du fait que c'est très important de mettre en place des politiques publiques pour accompagner justement ces personnes qui décident de changer de régime alimentaire ou de mode de vie pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles et pas dire ah ben mange mange ce que tu as décidé d'arrêter par éthique et puis finalement tu te retrouves avec des conseils extrêmement problématiques. Donc effectivement il y a je pense vraiment ce besoin-là. Et puis, donc, la première question de fin que je pose à tous les invités, c'est cette question un petit peu de, finalement, à quoi est-ce que tu aimerais que le futur ressemble? Quelle est ton utopie, si tu devais t'imaginer une sorte de monde idéal, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Alors, mon monde idéal, c'est une vaste question, hein, mais j'imagine une société sentientiste, en fait. Sentientiste, c'est-à-dire qui prendrait en compte les intérêts de tous les individus sentients, donc de tous les individus qui sont capables d'éprouver subjectivement des expériences négatives ou positives, donc qui sont capables de souffrir, de rechercher le plaisir, etc. Moi, mon travail va dans ce sens-là, il est orienté dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, je tâche une importance particulière au fait de
protéger les individus qui peuvent avoir des intérêts, quoi. Je pense que ce serait bien d'évacuer les discriminations arbitraires qui sont basées sur des critères arbitraires et difficilement justifiables. Et ça vaut pour l'espèce, mais ça vaut aussi pour les orientations sexuelles, pour le genre et d'autres critères qui sont encore massivement mobilisés pour discriminer. Je pense que voilà, c'est un très très vaste programme, mais voilà, mon monde idéal, il ressemble à ça. En tout cas, il est scientiste, quoi. Il prend en compte la capacité des individus à souffrir, qu'ils soient humains ou non. Chouette. Et peut-être justement, donc, si les gens veulent te retrouver sur Internet ou ailleurs, est-ce que tu aurais peut-être des recommandations, des liens vers lesquels tu aimerais que je les renvoie? Alors, pour mon travail à moi, tout est compilé, enfin mon travail de vulgarisation en tout cas sur l'éthique animale et l'esprit critique, tout est compilé sur mon site questionsanimalistes.com. Et puis je suis sur les réseaux sociaux courants, voilà, Facebook, Twitter, Mastodon, Instagram, etc. J'ai pas de chaîne YouTube. On me pose souvent la question, mais je n'ai pas de chaîne YouTube. Voilà, je suis sur YouTube quand on m'invite comme tu le fais. Et puis en contenu autre, voilà, je pense qu'il y a des contenus qui sont vraiment super aussi en ligne sur ces questions. Alors plus spécifiquement sur les sujets qu'on a abordés, donc alimentation végétale, véganisme, éthique animale, un petit peu, voilà, et beaucoup sur l'alimentation, la nutrition. Sur l'alimentation végétale, je recommande vraiment le travail de l'ONAV, l'Observatoire national des alimentations végétales. Qui fait un travail de vulgarisation qui est vraiment très très qualitatif, avec un conseil scientifique qui est composé de médecins, de professionnels de la santé, qui est particulièrement solide. Tout est sourcé, enfin voilà, c'est vraiment très bien. J'ai mentionné déjà tout à l'heure Swan Tricoire aussi, qui fait un travail formidable sur alimentation végétale et esprit critique, qui parle beaucoup de dérives aussi de naturopathie, New Age, etc. Je conseille le contenu de Réplique éthique aussi, qui est sur YouTube, et notamment de sa série Votre éthique en 2 minutes, qui justement en très peu de temps permet d'analyser des arguments qui sont opposés au véganisme, l'antispécisme de manière assez récurrente, et voilà, c'est bien construit, bien argumenté. Et le contenu de Véganalytique aussi, qui est alors un compte Twitter, une page Facebook, qui analyse la littérature scientifique et propose des synthèses sur les datas, les données scientifiques disponibles sur l'ensemble des externalités de l'élevage, environnementales, sanitaires, etc. Et c'est très très intéressant aussi, donc voilà. Ouais, fantastique. Et si je peux rajouter quelque chose personnellement, aussi, du coup, tu es une très grande dessinatrice. Franchement, j'adore les dessins que tu fais. Je trouve ça magnifique. Et donc, pour les gens qui voudraient voir ça, il y a notamment un livre qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Reconnaître facilement les animaux, que tu as illustré. Et donc, voilà, si vous voulez apprendre à reconnaître facilement les animaux avec de jolis dessins, n'hésitez pas à acheter ce tout nouveau livre. Merci. Et du coup, finalement, la dernière question que je pose à tout le monde, c'est si tu avais un message à faire passer à l'humanité, que tu étais sur une grande scène comme ça avec un micro et puis que tu avais l'humanité entière face à toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel message aimerais-tu leur faire passer? Ouais, mais ce serait un petit peu la même réponse que tout à l'heure sur mon monde idéal. Je pense que j'essaierai d'interroger le fait, enfin, pourquoi on discrimine arbitrairement des individus sur des critères arbitraires. Vraiment, je pense que le plus gros boulot de l'humanité à faire, il est là, c'est de s'interroger sur comment on s'est construit collectivement autour de discrimination et de souffrance basées sur des critères qui sont injustifiables rationnellement. Voilà, ça m'interroge beaucoup. Je voudrais qu'on discute de ça mondialement. Effectivement, les débats ils ont lieu, les luttes sont nombreuses, etc. Mais c'est vraiment pour moi un problème majeur à résoudre, d'accepter que des critères arbitraires soient utilisés, et y compris dans les mouvements progressistes, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi sur l'antispécisme dans certains mouvements qui se revendiquent justement de la justice sociale et du progressisme, et qui ont un point aveugle assez fort sur le fait de discriminer en fonction de l'espèce. Et c'est parfois assez difficile de le faire prendre en compte. Donc voilà, même face à un panel de progressistes, je parlerai de ça aussi. Fantastique, je serais très curieux et très enthousiaste à écouter ce message, en tout cas si tu le fais une fois. Je te tiendrai au courant. Fantastique, si à toute l'humanité, a priori je serai là aussi, à moins que je sois un méchant reptilien. On sait pas. Peut-être.
Écoute, merci beaucoup pour ce podcast. Encore une fois, j'invite toutes les personnes qui l'ont écouté à aller consulter les liens en description pour aller plus loin et découvrir ton travail et ceux que tu as mentionnés. Un grand merci à toi et au plaisir. Écoute, merci beaucoup à toi pour ton invitation et ta confiance. Merci pour ce podcast aussi et pour tes questions intéressantes. Et j'espère que ça suscitera la réflexion chez les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.